C'est un cadeau inespéré d'inaugurer notre forum par la conférence de Philippe. Et nous l'attendons depuis des années. Nous espérons qu'un jour il viendra. Nous espérions. Mais ce qui est un cadeau supplémentaire pour nous, pour moi particulièrement, c'est qu'il se nourrit de dialogue avec l'ange. Et je peux dire que les anges de Bouddha Liget l'attendent depuis 77 ans. Puisqu'il y a 77 ans que les anges ont répondu à Lily à cette question: comment la spiritualité et la science pourraient-elles se concilier? Et l'ange répond: à la nouvelle lumière, on reconnaîtra qu'elles sont un. Toujours elles ont été un. Un comme la mélodie et le rythme, inséparables. Chaque membre du grand orchestre joue séparément, mais la symphonie est une. Et à travers les livres que vous pouvez acheter après, les 3 livres de Philippe Guillemont, vous allez voir, et à travers la conférence, à quel point il œuvre pour tisser un pont pour ce nourrissement mutuel de la science par la spiritualité et la spiritualité par la science. Je lui laisse la parole parce que chaque minute est extrêmement précieuse avec lui. Merci. Merci Marguerite. Bonsoir. Marguerite a eu raison de préciser ce livre, Les dialogues avec l'ange, sans lequel je n'aurais jamais écrit probablement aucun livre, ni fait aucune conférence. Ça a été le point de départ de toute mon action expérimentale, on va dire, depuis 10 ans. J'avais envisagé une théorie du temps, mais je sentais que je ne pouvais pas l'écrire si je n'avais pas expérimenté par moi-même les synchronicités. Et c'est ce livre qui m'a fourni l'élément déclencheur qui m'a permis d'entrer dans cette aventure. Alors ce soir, tout d'abord, j'ai accepté cette invitation parce que c'était une obligation en fait. À ciel ouvert, mutation silencieuse. Est-ce bien compatible? Moi, j'ai plutôt l'impression que si la mutation est silencieuse, c'est parce que le ciel est encore fermé. Ciel fermé, on pense ancien paradigme. Ciel ouvert, on pense ouverture à tout ce qui est dans le ciel, c'est-à-dire tout ce qui est transcendant. Et donc, ma conférence ce soir, ça va être de vous montrer pourquoi et comment la physique ouvre le ciel, tout simplement. Alors, ça commence par une remise en question de la nature de la réalité. Notre vision du monde, pas notre vision du monde actuel, mais notre vision du réel. Qu'est-ce que c'est que le réel? En physique, il y a 10 arguments puissants qui, tous les 10, nous conduisent à remettre en question notre idée de la réalité telle qu'on l'aperçoit et par conséquent à abonder en faveur de l'allégorie de la caverne de Platon qui nous disait que le réel est une illusion et qu'en réalité, ce qu'on vit, c'est quelque chose qui est simplement comme une projection d'information, comme dans Matrix par exemple. Simplement, on ne sait pas exactement d'où ça vient. Mais en fait, ce qui en physique nous permet de dire que le réel n'existe pas tel qu'on le perçoit, parce qu'il s'agit de bien comprendre que le fait de dire que la réalité est une illusion, ça ne veut pas dire que on va vous enlever la table, Non, non. Il s'agit de comprendre que les choses ne sont pas telles qu'elles se présentent. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil et c'est parce que tout est relatif à la conscience. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de réalité en dehors de la conscience collective que nous pouvons en avoir. Et la physique nous donne 10 indications précieuses pour nous montrer que c'est ainsi. Il y en a 5 qui consistent à
remettre en question notre vision de l'espace. Et donc là, on est on va faire une observation qualitative des arguments, de ces 5 arguments. Il y a 3 arguments quantitatifs dont je vais vous parler et qui permettent de faire également la même remise en question, mais aussi d'aboutir à la conclusion que notre monde est fait d'informations. Et puis il y en a 2 autres, tout aussi importants, puisque on va s'apercevoir que non seulement l'espace n'existe pas tel qu'on le perçoit, mais le temps non plus et la matière non plus. Alors pour ce qui concerne l'espace, il est à la fois non local, déformable, troué, en vibration et pixelisé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce n'est pas de l'espace, vous allez comprendre pourquoi. L'espace est non local, ça veut dire que vous pouvez avoir des objets qui sont partout à la fois, dans une certaine zone. Ou alors vous pouvez avoir 2 objets séparés par une distance absolument illimitée, et ils peuvent rester connectés malgré la distance sans qu'aucun signal ne puisse réaliser cette connexion. Donc c'est ce qu'on appelle la non-localité. Donc déjà ça chamboule beaucoup notre vision de l'espace. Ensuite, vous pouvez avoir un espace qui se déforme sans qu'il y ait de notion d'espace sous-jacent qui, lui, ne serait pas déformé. Donc là, on a un gros problème par rapport à notre conception de l'espace. Et cette déformation peut aller jusqu'au fait que l'espace se troue au point d'avoir l'air de créer un nouvel espace à l'intérieur même d'un point infiniment petit. C'est épouvantable. Si vous cherchez à le comprendre avec l'idée de la notion d'espace, vous ne pouvez pas. Par contre, si vous essayez de le comprendre avec la notion de conscience, vous pouvez. Et je vais vous expliquer comment. Mais avant, je vais d'abord finir les deux derniers points. L'espace est en vibration, ça a été démontré récemment grâce à la découverte des ondes gravitationnelles. Ce n'est pas de la matière, hein. C'est bel et bien de l'espace, c'est-à-dire du rien, du vide qui vibre. Et enfin, l'espace est pixelisé, c'est-à-dire qu'il existe une plus petite quantité d'espace, un atome d'espace, qui correspond à ce qu'on appelle la longueur de Planck, qui est de l'ordre de 10 puissance moins 35 mètres, 0,0003501 mètres. Et si 2 points se trouvent à une distance inférieure à cette distance, ça veut dire qu'ils sont au même endroit. Donc il y a pas, on est en face, on est un petit peu comme si finalement notre réalité c'était un peu comme l'écran d'ordinateur. Hein. L'écran d'un ordinateur, il est pixelisé, il est courbé, il pourrait, grâce à l'électronique qui se trouve derrière, créer des effets qui reviendraient à la non-localité, il pourrait faire tout un tas de choses, puisque de toute façon, là, on est en train de nous tromper, quoi. C'est-à-dire qu'on est en train de nous donner l'illusion d'une réalité telle qu'on l'aperçoit, alors que non, ce n'est pas de l'espace. Alors, juste un point pour mieux comprendre, un point personnel, hein, donc là, je vous donne mon interprétation personnelle. Je vais vous expliquer. Alors, tout d'abord, j'en viens à considérer que si l'espace n'est pas de l'espace, alors l'espace est de la conscience. L'espace et la conscience, c'est la même chose. Et vous allez voir pourquoi ça se confirme. L'espace et la conscience, c'est la même chose, ça veut dire qu'à ce moment-là, l'espace dans lequel nous vivons est une construction de la somme de nos consciences collectives. Et pour pouvoir avoir conscience, il faut pouvoir être en interaction avec ce qui nous entoure. Or, dans les trous noirs, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous avez un phénomène qui est tel que la gravitation est telle que, en fait, les interactions entre les objets eux-mêmes sont supprimées. Et donc, la création de la conscience est supprimée. Et donc, l'espace est supprimé. Et donc, on comprend intuitivement la possibilité que l'espace soit non local, déformable, etc., si on considère que l'espace, c'est la conscience. C'est-à-dire que la physique redevient intuitive à partir du moment où on dit que l'espace, c'est la conscience. Alors il y a 3 autres arguments, il y a 3 principes importants en physique qui ont été découverts et qui confirment le fait que l'espace, c'est la conscience. Parce que, essayons de définir la conscience.
On ne va pas y arriver si on demande pourquoi est-ce qu'on est conscient. Mais si on dit comment est-ce qu'on est conscient, on y arrive. Considérez ce qu'on appelle une information. Une information, ça a un petit côté subjectif. Il ne peut pas y avoir d'information s'il n'y a pas de conscience de cette information. Et maintenant, considérez le contraire. Considérez la conscience, mais le comment. La conscience de. Vous ne pouvez pas avoir la conscience de quelque chose si ce n'est pas de l'information. Vous ne pouvez avoir que de la conscience de l'information. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la conscience et l'information, c'est exactement la même chose. Mais vous allez me dire, oui, mais non, mais c'est pas possible, parce qu'à ce moment-là, on pourrait avoir une conscience. Il faudrait qu'on ait une conscience illimitée, parce que l'information, elle peut être illimitée. Bien non, pas du tout. L'information en physique, elle est limitée. Il y a 3 principes en physique qui s'appellent, je vais rester longtemps là-dessus, donc je vais vous le faire rapidement. Le principe de Launder à notre échelle, le principe d'indétermination d'Heisenberg au niveau de l'infiniment petit et le principe holographique au niveau de l'infiniment grand, qui nous disent tous les 3 la même chose. La quantité d'informations dans l'univers de n'importe quel objet, que ce soit de la matière, sa position dans l'espace ou quoi que ce soit, est limitée. Et ceci a des conséquences énormes en physique, ça chamboule complètement, et je vais vous expliquer pourquoi, tout le paradigme matérialiste dans notre société. Ce qu'il faut se souvenir, c'est que donc, je vous montrerai tout à l'heure que le temps ne peut pas exister, que la matière ne peut pas exister. La matière, en fait, elle se réduit à des vibrations de l'espace, que je vous ai montré, l'espace ne peut pas exister. Si on veut être objectif, si on veut être rationnel, objectif, cartésien, vous savez, tous ces mots-là, il faut remplacer l'espace, le temps et la matière par l'information, la vibration et l'énergie, c'est-à-dire par la vie, vibration, information, énergie. Alors, le fait de ne pas prendre conscience du fait que tout est conscience et non pas matière, ça a quelques inconvénients, c'est-à-dire qu'en fait, vous savez, depuis 3 siècles, la science s'est développée et a généré la technologie et une immense crédibilité grâce à ça. Mais la science s'est développée par opposition à la religion, et c'est là qu'il y a un petit problème, c'est-à-dire que pour s'opposer à la religion, la science a posé des dogmes. Et finalement, elle se retrouve aujourd'hui, alors qu'elle a remis en question ces dogmes, eh bien, à continuer de les poser et à refaire les mêmes bêtises que la religion, avant elle. Il y a d'immenses découvertes scientifiques en physique qui ont été faites durant ces dernières décennies. Je dirais que moi, quand j'ai commencé mes études, il n'y avait rien de tout ça. Tout s'est produit en une trentaine d'années. Et ça a changé complètement notre vision du monde. Ça l'a tellement changé que les physiciens n'y comprennent rien. Et ils le disent. On n'y comprend rien, c'est vraiment trop mystérieux, c'est trop étrange. La physique n'est plus intuitive. Et moi je vous dis, la physique redevient intuitive à partir du moment où on comprend qu'il faut mettre la conscience en premier. Et en plus, c'est de la logique. Qu'est-ce qui se passe si vous ne mettez pas la conscience en premier et que donc vous conservez le paradigme qui a été dénoncé par les découvertes récentes de la physique? Alors ces découvertes récentes, c'est la découverte de l'existence de 4 types d'informations qui ne sont pas de la matière, mais qui jouent un rôle considérable dans le déroulement des événements. C'est tout d'abord l'information du vide. Alors je précise qu'il y a aussi une raison pour laquelle on ne considère pas ces informations, c'est pas seulement le fait qu'elles ne sont pas matérielles, c'est le fait qu'on ne peut pas utiliser des équations si on essaye d'en tenir compte. Parce que les équations de la physique ont besoin que le futur ne soit pas encore réalisé, que hors matière, il n'y ait rien qui puisse influer, que dans l'infiniment petit, il n'y ait rien qui puisse influer, etc. Si on commence à prendre en compte ces choses qu'on a découvertes, par contre, les équations ne marchent plus. C'est pourquoi ce qu'on appelle, au niveau des informations de l'infiniment petit, ce qu'on appelle la gravité quantique, on est toujours en train de rechercher les équations qui permettent d'en tenir compte.
on cherche toujours comment le vide pourrait influer sur notre réalité. On sait que c'est possible puisque, par exemple, l'énergie noire, qui est immatérielle a priori, exerce une pression négative sur la matière et bien d'autres choses encore. On sait qu'il existe des informations qu'on peut qualifier d'en dehors de l'espace-temps, parce qu'en fait, il n'y a aucune cause qui nous permet de dire d'où viennent ces informations. Ce sont des informations qu'on appelle du hasard quantique, c'est-à-dire que, par exemple, les deux particules dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont jumelles, si on observe l'une, l'autre se met à avoir un comportement corrélé. Eh bien, lors de cette observation, il y a un état qui se met à apparaître, mais qui vient de nulle part, ce qu'on appelle la fameuse physique quantique. Je ne vais pas vous bassiner avec la physique quantique, mais vous devez tous à peu près savoir que le principe de base de la mécanique quantique, c'est finalement que la réalité de ce qu'on observe n'existe pas avant d'avoir été observé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où on observe, on crée une information. On ne sait pas d'où vient cette information, qu'on appelle hasard quantique. Et donc, de grands physiciens disent que c'est une information hors espace-temps. Et enfin, il existe des informations de l'infiniment petit, qui est plutôt ma spécialité. Et là, je vais peut-être faire halluciner un certain nombre d'entre vous. La conclusion que j'ai tirée de mon étude, de mon analyse des informations de l'infiniment petit, alors c'est quoi? C'est par exemple, si vous utilisez des informations en dessous de la précision des ordinateurs. Les ordinateurs à 64 bits, 128 bits ont une précision maximale. Mais si vous introduisez des informations en dessous, ça va avoir une influence considérable sur le cours des événements. Et on peut en déduire, étant donné qu'on sait qu'il existe une plus petite distance et qu'on sait qu'il existe une plus grande quantité d'informations, on peut en déduire avec certitude absolue, avec 100%, on peut en déduire avec une certitude absolue que les lois de la physique actuelle ne permettent pas de déterminer le cours des événements. Retenez ça, écrivez-le 100 fois. Ce n'est pas la mécanique qui détermine le cours des événements. C'est quelque chose qu'on a oublié de nous dire en formation continue. On a appris à l'école que c'était la mécanique qui détermine le cours des événements. On a compris entre-temps que non. Alors, le fait de rester dans le parc de la pensée qui est délimité par des dogmes que j'ai appelés matérialisme, causalité, déterminisme et hasard, conduit tout de même à quelques inconvénients. Je ne vais pas insister là-dessus, mais vous n'aurez pas de mal à déduire que le matérialisme conduit à l'aliénation, que l'idée que le futur n'existe pas et se construit dans le présent conduit à une perte de sens, que l'idée que tout est parfaitement déterminé conduit à des systèmes de contrôle par intelligence artificielle et que le fait qu'il n'existe pas d'information hors espace-temps, pas d'âme, etc., conduit naturellement au transhumanisme, c'est-à-dire que nous sommes des machines. Alors que si on accepte de sortir de cette prison pour l'esprit, c'est une véritable prison. D'accord ? Si on accepte de sortir de cette prison, on s'aperçoit que la prise en compte de l'existence de ces 4 types d'informations immatérielles avérées par la science, démontrées par l'expérience rationnelle, conduit obligatoirement à considérer la possibilité, au moins la possibilité, si ce n'est dans certains cas la certitude, du fait que la conscience n'est pas le produit du cerveau, que nous avons une âme, et ça je vous donnerai une définition de l'âme où vous verrez que là il y a 100% de certitude scientifique à ce sujet, à la fin de ma conférence, que nous avons a priori un libre arbitre qui reste à conquérir, puisque la mécanique ne détermine pas le cours des événements, mais on peut quand même subir un conditionnement au niveau de la conscience. Et évidemment que nous ne sommes pas des machines, parce que les machines sont déterminées par le passé. Les machines, ce sont le résultat d'algorithmes, ce sont des programmes, et on peut prévoir par le passé, avec l'algorithme, tout ce qu'une machine va faire, même en interaction avec tout ce qui l'entoure.
Il n'y a pas d'information qui vient du futur dans une machine. Or, si le futur est déjà réalisé, ça veut dire que nous ne sommes pas des machines. Et donc, il faut aller visiter l'extérieur. Pourquoi aller visiter l'extérieur du parc? Parce qu'à l'intérieur du parc, c'est devenu irrationnel. Les gens qui vous disent « vous allez à une conférence de Guimand, oh là là, mais moi je suis cartésien, rationnel, donc je ne vais pas à ce genre de conférence ». Ces personnes-là sont assises sur de l'irrationnel. Si vous voulez du rationnel, écoutez-moi. Si vous voulez du cartésien, écoutez-moi. Descartes n'était pas cartésien d'ailleurs au sens où on l'entend. Donc, à l'intérieur du parc, c'est-à-dire le discours habituel, la sphère politico-médiatique, la majorité des intellectuels et des philosophes résonnent à l'intérieur du parc. Si on commence à sortir du parc, bon, ben, effectivement, là, on se fait... on est un petit peu poursuivi par les gardiens du parc. Il y a des dangers, effectivement. Il y a des dangers que j'appelle le marécage des religions, la décharge du hasard, la vallée de l'incertitude, etc., etc. Bon. Mais il y a des phénomènes. Il y a des phénomènes qui sont aujourd'hui, j'en ai choisi 6, il y en a bien d'autres, parce que ces 6-là sont avérés à 100%, ou alors ils sont étudiés par la science et ils ont déjà donné des résultats qui démontrent qu'il y a véritablement un phénomène. Le problème, c'est juste qu'on ne trouve pas réellement d'explication, quoique moi je trouve des explications à la moitié de ces phénomènes. Ces phénomènes qui sont étudiés scientifiquement pour la quasi-totalité, et le reste sinon est totalement avéré, ce sont les états de conscience modifiés, les expériences de mort imminente, les expériences de sortie du corps, les synchronicités et coïncidences étranges, les phénomènes aériens non expliqués, et puis les perceptions extrasensorielles. Voilà. Tout ça, ce sont aujourd'hui des sujets d'études scientifiques, bon, pour la grande majorité, et ce qui est absolument génial, alors génial, c'est pour ça que je fais des conférences, c'est que lorsque vous commencez à reconstituer les maillons avec tous ces phénomènes, vous apercevez qu'il y a une immense cohérence, et que cette immense cohérence, elle implique simplement de revoir notre vision du monde en adoptant un modèle qui soit compatible avec ces choses-là, et c'est ce dont je vais vous parler. Il faut tout d'abord parler rapidement de l'état de la physique actuelle, donc je vais vous parler des informations de l'infiniment petit. En physique, actuellement, il y a une crise parce qu'on n'arrive pas à réconcilier les deux grandes théories qui sont la mécanique quantique et la relativité générale, l'infiniment petit et l'infiniment grand, qui se rencontrent dans les trous noirs. Et donc, comme on n'y arrive pas, on bâtit des modèles de l'univers où soit on fait intervenir des choses qui sont vraiment très bizarres, des atomes d'espace qui bougent, qui fluctuent, soit on introduit des dimensions supplémentaires. Tout cela, à mon avis, ce sont des voies qui sont tout à fait justifiées. Il faut arriver à faire une synthèse des deux. Par exemple, tout le monde sait, enfin, les vrais spécialistes de la théorie des cordes savent que la théorie des cordes, elle a un défaut dans ce qu'elle considère qu'il existe un espace sous-jacent rigide. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, il n'existe pas d'espace, même pas d'espace, donc il ne risque pas d'être rigide. C'est la raison pour laquelle la théorie des cordes introduit 6 dimensions supplémentaires qui sont des dimensions d'espace. En réalité, j'ai fait une publication récemment dans une grande revue de physique où je montre qu'il est nécessaire d'introduire 6 dimensions supplémentaires, effectivement, mais pas à l'espace. Il faut introduire à l'espace-temps, ce qui est très différent. Et donc si on part de là, on s'aperçoit que les physiciens fabriquent une espèce d'océan quantique, puisque ce sont des vibrations quantiques à l'échelle de Planck, infiniment petites, et là ce sont des vibrations aussi d'éléments d'espace. Donc finalement, les physiciens fabriquent un océan de vibrations d'espace, un océan de fluctuation de l'espace. Qu'est-ce que c'est qu'un océan de vibration de l'espace, de fluctuation de l'espace?
comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un océan de conscience. C'est un océan de conscience. Et si vous voulez avoir une excellente vision de la réalité rationnelle, hein, vous vous imaginez, là, la vision la plus scientifique qu'on puisse imaginer concernant la réalité que nous avons à vivre. Il est vrai que nous pouvons considérer que, selon le déterminisme scientifique et le fait que notre futur est déjà réalisé, on verra ça tout à l'heure, il est vrai qu'on peut considérer que tout se passe comme si notre vie consistait à avancer à l'intérieur d'un tunnel invisible qui oriente nos pas tout le reste de notre vie. Mais ça pose problème à plein de physiciens, notamment, mais plein de gens aussi, parce que, bon, ça c'est quelque chose de difficile, et le libre arbitre là-dedans, bon. Mais tout ça, ça flotte sur un océan de conscience. Donc le tunnel, il bouge. D'accord ? Donc il n'y a pas de problème. On peut tout à fait accepter l'idée que notre futur soit déjà réalisé à partir du moment où on accepte qu'il soit en mouvance permanente. Et qu'en plus, on nous dit, et que c'est la logique même, qui nous dit qu'il est en mouvement permanent sous la dépendance de la conscience. Et donc là, on s'y retrouve. Mais aujourd'hui, les physiciens ne vont pas là-dedans parce qu'il y a une espèce de tabou, de peur. C'est plus de la peur que du tabou, hein, parce qu'ils sont quand même intelligents. Mais, il y a une espèce de peur ou une sorte de je sais pas, je veux pas dire de mots pas très gentils, qui fait que, bon, on en reste à une autre alternative. On ne parle pas de conscience, mais on parle de multivers. L'idée du multivers, alors ça, ce que je vous montre là, c'est la théorie physique de l'univers, la théorie du tout, la plus simple, la plus consensuelle, la plus rationnelle, la plus facile à comprendre en plus, donc vraiment acceptée par les Américains, les Français, en France, Thibaut Damour, aux États-Unis, Max Tegmark, Brian Greene, même Aurélien Barraud en parle aussi. Donc l'idée c'est ok, bon, l'univers, le futur est déjà réalisé parce qu'on peut voyager dans le futur. Je vous la fais pas, je l'ai assez fait dans d'autres conférences. On peut voyager dans le futur. Ah si, il y a quand même une chose intéressante à dire à ce niveau-là, mais enfin je vais d'abord parler du multivers. Et donc si effectivement il existe des myriades d'autres possibilités, parce que les physiciens se sont rendus compte qu'à cause du hasard quantique et de toutes ces informations non matérielles qui interviennent dans la réalité, finalement il n'y a pas une seule destinée possible, mais il y en a des myriades de myriades de myriades. Eh bien, ils disent qu'il faut créer des univers séparés. Et je vais vous dire pourquoi c'est du grand n'importe quoi, ça. Imaginez que un papillon vienne se poser sur la paume de la main un instant dans ma vie. Eh bien, il faudrait créer des myriades de myriades de myriades d'univers pour décrire toutes les façons que le papillon pourrait avoir de se poser sur ma main. Il peut y en avoir une infinité déjà d'endroits rien que là. Et il peut y avoir une infinité de moments. Et il peut y avoir une infinité de durées. C'est du grand n'importe quoi qu'on vous vend, que des scientifiques illustres, brillants, plus intelligents que moi, vous vendent par simple formatage. Par simple formatage, par cloisonnement, par communautarisme. Et on ne vous vend pas cette évidence. D'accord ? Et je vous disais concernant... Oui, je vais le faire là. Concernant le voyageur de Langevin, vous avez tous dû entendre parler que si un jumeau reste sur Terre pendant que l'autre jumeau fait un voyage en fusée à une vitesse proche de la lumière et qui revient sur Terre, il peut revenir sur Terre alors que son jumeau est mort. Et lui, il a vieilli de 1 an, il revient 5000 ans après, etc. Bon. Mais il y a une chose intéressante là-dedans, c'est que le jumeau qui est parti en fusée, et alors donc, entre parenthèses, c'est pas la vitesse qui a créé le fait que l'un des jumeaux a vieilli plus vite que l'autre, parce que les deux repères sont apparemment équivalents, c'est l'accélération que
le voyageur a dû subir à plusieurs reprises pour se retrouver dans cette situation-là. Mais quand il revient, il se passe quelque chose de très intéressant. Parce que quand le jumeau revient sur la Terre à toute vitesse et qu'il regarde la Terre, eh bien, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir une épaisseur de temps très importante. C'est-à-dire que nous, ce qu'on voit pendant une seconde, je vois pendant une seconde des événements se produire, des gens bouger dans la salle, eh bien, lui va voir en une seconde une année de ce qui va se dérouler sur Terre. Parce que la lumière va tellement être accélérée, parce que comme il voyage dans le futur, bon, enfin, je ne veux pas vous casser la tête, mais c'est juste... C'est vachement intéressant de considérer cette possibilité que la conscience puisse avoir une certaine épaisseur. C'est vraiment passionnant. C'est physiquement réel, et d'ailleurs pas seulement physiquement, on peut très bien considérer par exemple une plante grimpante. Une plante grimpante, on a l'impression que c'est une plante, mais si vous la regardez à une vitesse 2000 fois plus rapide, vous avez l'impression que c'est un animal qui choisit les endroits où il se... Si vous multipliez par 1 million ou 10 millions et que vous mettez à la place d'un observateur qui regarde notre planète, vous avez l'impression que notre planète respire. Notre planète est un être vivant, ça c'est confirmé scientifiquement et admis scientifiquement, c'est Lovelock qui en est à l'origine. Pourquoi voulez-vous que la Terre soit vivante et pas consciente? Eh bien, voilà, on peut avoir, et lorsque vous regardez la Terre avec un accéléré de 1 ou 10 millions, vous voyez vivre la Terre. Vous la voyez respirer, vous la voyez, elle a tous les sens, sans aucune exception, tous les sens qu'on a, elle les a. Et c'est scientifique, il suffit de le vérifier, il faut faire les calculs, pas compliqué. Enfin, si, c'est compliqué. Donc là, si vous voulez, donc je vous ai sensibilisé à l'idée qu'il existe des positionnements de la conscience où on voit que finalement on ne peut pas faire autrement de voir que oui, le futur est déjà réalisé puisqu'il suffit de se mettre un peu en dehors de l'espace-temps ou loin, et puis on est capable de voir tout un pan de la création de l'univers. Et pourquoi est-ce qu'on a du mal avec cette idée? Et donc notre prison pour l'esprit, c'est la prison qui nous fait croire, à un randonneur. La prison pour l'esprit, c'est une prison qui fait croire à un randonneur qu'il est en train de créer son sentier au fur et à mesure où il avance, parce qu'il confond la brume avec le futur. Vous voyez le truc? Il croit que au-delà de la brume, ça n'existe pas encore et que c'est le fait de l'avancer qui crée le chemin. C'est con, non? Ben, on est piégé là-dedans. Alors que si vous considérez, d'après tout ce que je vous ai dit, d'après la physique, la relativité, que finalement le futur est déjà réalisé, ben, vous résolvez ce problème et en plus vous répondez à une question très intéressante. C'est que, ben oui, on peut avoir un libre arbitre, parce que c'est pas parce que le chemin est déjà créé qu'on peut pas avoir un très grand nombre de bifurcations qui se présentent devant nous et on choisit où est-ce qu'on va. Et justement, à ce moment-là, on voit quelle est la différence entre le cerveau et la conscience. Un cerveau, il ne peut pas faire ce que la conscience fait. Aujourd'hui, il est de plus en plus admis, y compris par les neuroscientifiques, que le temps, dont les physiciens n'arrêtent pas de nous dire qu'il n'existe pas, en fait pourrait être généré par le cerveau. C'est-à-dire que le temps, l'idée que tout est séquentiel, ce serait une illusion qui est fabriquée par le cerveau lui-même. Et là, on rend compatible la physique et les neurosciences. Et les neuroscientifiques s'en rendent compte de ça. Et donc ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que le cerveau nous crée l'illusion qu'il y a une anticipation de choses qui n'existent pas encore et qu'il y a une mémoire de choses qui n'existent plus. Ça, c'est de l'illusion. C'est de l'illusion créée par le cerveau. Et la réalité serait que
la réalité, la vraie réalité, oublions le cerveau, serait que la conscience, elle est comme une lampe de poche qui éclaire une partie du terrain sur lequel on navigue. Ça, ce serait réel. Ça, ce serait réel, et l'illusion serait que non, on avance à l'intérieur de ce machin-là. D'accord ? Donc ça, c'est très important de remettre les choses à leur place, hein, c'est-à-dire dans la rationalité qui tient compte des résultats de la science, et non pas dans la rationalité qui dit on n'a rien compris. À ce moment-là, on comprend quelle est la différence entre le cerveau et la conscience, et on comprend pourquoi est-ce qu'on peut faire des choix que le cerveau ne peut pas faire. Le cerveau, là j'ai dessiné une courbe en bleu qui correspond à un choix que le cerveau n'a même pas eu conscience de faire, c'est-à-dire que son algorithme interne l'a emmené à droite, il ne sait même pas pourquoi. Il aurait pu aller ailleurs, parce que ce n'est pas la mécanique qui détermine le cours des événements. Le cerveau aurait pu aussi aller à gauche, sans être déterminé, sans avoir un déterminisme qui l'oblige à aller à droite. Le cerveau est simplement inconscient du fait, il n'y a pas de conscience, c'est normal, qu'il est guidé dans une direction qui dépend du futur et pas du passé. Et la conscience, elle a une conscience du fait qu'elle a un choix à faire. Alors là, maintenant, ça va commencer à devenir intéressant, et ceci d'autant plus que ce que je vous raconte, là, je l'ai publié. Je l'ai publié à 2 reprises dans la grande revue Annals of Physics, hein, donc c'est de la physique acceptée par les revues mainstream. Donc j'ai publié donc d'une part il y a 2 ans l'idée que notre réalité, notre espace-temps a besoin de 6 dimensions supplémentaires. En fait, c'est pour pouvoir le faire bouger. Et j'ai publié plus récemment, c'est paru d'ailleurs en octobre 2019, l'idée qu'il existe une meilleure interprétation au multivers et qui est celle de l'espace-temps flexible. Et j'explique comment la flexibilité fonctionne, et elle fonctionnerait par commutation de lignes temporelles. C'est-à-dire que vous pouvez, sans changer, vous pouvez changer dans votre futur n'importe quoi, sans changer la suite de ce futur. Même dans votre présent, vous pouvez ne rien changer à votre programme de la semaine, sauf demain, vous allez faire quelque chose de différent de ce que vous aviez prévu. C'est quand même intuitif, ça. Eh bien, on est capable maintenant, en physique, de démontrer que cette chose très intuitive, elle est réelle et qu'elle ne détruit pas la structure de l'espace-temps. Ce n'est pas parce que vous n'allez pas faire ce que l'espace-temps a prévu pour vous que l'espace-temps va s'écrouler. C'est ce qu'on pense lorsqu'on est déterministe, c'est ce qu'on pense lorsqu'on adopte les idées anciennes. Mais quand on a appris à faire suffisamment de calculs, comme moi, toute ma vie j'ai fait des calculs, ben on se rend compte qu'il y a quand même une limite à la calculabilité et que du coup, ça donne de la flexibilité à l'espace-temps, et ceci vient du fait que c'est rendu possible grâce au fait que nous vivons dans un univers d'information, et donc la quantité d'information, elle est finie. C'est ça qui rend possible. Et pour visualiser cette flexibilité, en plus, il existe une superbe métaphore qui est tout à fait parfaite. C'est celle du GPS. C'est-à-dire qu'à tout moment, vous avez un futur qui est parfaitement réalisé, peut-être dans ses moindres détails, hein, j'en sais rien, il peut peut-être être un petit peu quantique par endroit, mais en tout cas, il est réalisé, et à tout moment, eh bien, vous pouvez ne pas suivre le chemin qui est prévu. C'est-à-dire que tout se passe comme si nous avions un conditionnement qui fait en sorte que finalement, nous allons faire exactement ce qui est prévu par l'espace-temps, mais qu'il serait possible de sortir de ce conditionnement. Et donc, à un moment donné, la dame du GPS vous dit allez tout droit, et puis vous décidez d'aller à droite, on ne sait pas pourquoi. Donc ça, c'est possible. C'est, disons que j'ai démontré par mes calculs, c'est quand même 3 ans de travail acharné pour arriver à faire les calculs qui sont quand même assez sioux, plus arriver à les publier dans un système où il faut être extrêmement rigoureux. C'est le résultat de ces 3 années de travail. Et ça a une conséquence extrêmement intéressante.
C'est-à-dire que si vous voulez maintenant, parce que ce qui vous intéresse, c'est de changer votre futur. Changer votre futur, normalement, vous ne pouvez pas si vous êtes conditionné. Mais si vous faites des efforts de présence à soi, de méditation, il y a tout un tas de techniques que d'ailleurs vous connaissez, l'association À Ciel Ouvert connaît très bien. Eh bien, vous pouvez changer votre futur en essayant de vous souvenir, puisqu'ils existent déjà, les futurs alternatifs. En essayant de vous souvenir de futurs alternatifs que vous n'aviez pas encore envisagés. La physique traite le passé et le futur exactement de la même manière. Donc quand on parle de se souvenir, on parle du passé, mais je vous ai dit que ça, c'est une illusion du cerveau. Si c'est le cerveau qui crée l'illusion du temps, il n'y a aucune raison de faire la différence entre une intention et un souvenir. Donc là, je caricature peut-être un peu, et encore, je ne suis pas sûr de caricaturer, mais ce souvenir du futur, ça a le mérite de pouvoir au moins traduire un fait extrêmement important lorsqu'on veut changer son futur, c'est que toute nouvelle intention doit être captée par le cerveau, et surtout pas émise par le cerveau, surtout pas créée par le cerveau. Le cerveau, il crée pas seulement l'illusion du temps, il crée l'illusion de qui vous êtes, il crée l'illusion de tout un tas de choses, et le cerveau ne va faire que vous ramener dans la prison. Le cerveau ne peut pas faire autrement que de vous ramener dans la prison. Le cerveau, il est dans l'espace-temps, il est dans 4 dimensions. Le cerveau n'a pas accès à plus que 4 dimensions. Seule la conscience a accès à plus que 4 dimensions, puisqu'elle a accès aux 6 dimensions supplémentaires, puisqu'elle est les 6 dimensions supplémentaires, puisqu'elle est cet océan de conscience. Et donc, que va faire cette nouvelle intention, qui devient nouvelle à ce moment-là, elle n'est plus sur votre ligne de temps, eh bien, elle va générer des nouvelles lignes de temps qui vont, pour être, malgré tout, elles vont être potentialisées par l'intention. Et du coup, quand elles vont redescendre vers le présent, elles vont augmenter la probabilité des hasards qui pourraient vous mener à destination. C'est comme ça que fonctionne la réalité, donc ça veut dire qu'en présence de bifurcation, il faut faire attention à ce qui se passe. Et le problème, c'est que très souvent, à moins d'avoir affaire à une synchronicité absolument incroyable qui vous dit « non mais là, il n'y a pas de choix, il faut faire ceci », en général, on n'a pas le signal qui nous dit « oui, bon là, je vois que je pourrais faire ceci, cela, etc. » mais bon... D'abord, on cherche les raisons, et donc ça, c'est surtout pas ce qu'il faut, puisque le mental est le gardien de notre prison, d'accord ? Et on a un super philosophe qui nous a expliqué pourquoi, longuement, vraiment, et qui a convaincu même les physiciens, beaucoup de physiciens, que, en fait, les émotions, et notamment la joie et l'amour, sont bien supérieurs à la raison, bien supérieurs au mental. C'est la joie et l'amour nous guident. Le mental, il est complètement phagocyté dans cette affaire. Bien sûr, il faut que la joie et l'amour soient présentes, ou alors que d'autres manifestations de la joie et l'amour, comme l'émotion, comme l'intuition ou la foi. Les scientifiques croient que la foi, ce sont des croyances, c'est une croyance, mais ils n'ont rien compris. Pas que les scientifiques. La foi n'a rien à voir avec une croyance. Les croyances sont du côté du mental, alors que la foi est du côté de l'émotionnel. Parce que, oui, je ne vous l'ai pas dit, mais ça je vais peut-être vous le redire après, à partir du moment où la conscience c'est l'espace, et que la conscience en particulier ce sont des vibrations de l'espace, on peut décrire ces vibrations de l'espace en termes de 3 dimensions qualitatives que sont la dimension mentale, et donc l'information dans l'espace, l'information émotionnelle, c'est la vibration, et énergétique, hein, donc ça c'est l'ego. Mais je vais y revenir. Mais donc, du coup, il y a une différence qualitative fondamentale entre le mental et l'émotionnel, et entre ce qui est susceptible de nous guider en dehors du cerveau et ce qui est susceptible de nous emprisonner à l'intérieur du cerveau. Ce qui est susceptible de nous guider, c'est la joie, la foi et l'intuition. L'intuition s'adresse
au mental, la foi s'adresse à l'émotionnel et la joie directement à l'ego qui est dépassé par cette affaire. Donc, voici, alors ça c'est à titre pratique avant d'aborder des sujets un petit peu plus, je vous laisse le regarder 2 secondes, non 10 secondes. Donc ça, je vous ai introduit l'idée que donc, la conscience a 3 dimensions qualitatives et qu'elle a 6 dimensions mathématiques. Alors je parle ici de la conscience non matérielle, hein, celle qui n'est pas emprisonnée par le cerveau. Alors elle peut être conditionnée, ou elle peut être reliée à ce qu'on appelle le soi. Alors tout à l'heure j'ai oublié de vous dire un truc important, en fait j'avais supprimé le slide tout simplement sans me rendre compte, c'est que la conscience, c'est ce qui va vous permettre de faire des choix dans le présent. Elle va vous permettre de faire des choix dans le présent, mais vous n'allez pas maîtriser votre destination. Donc votre destination, si vous voulez, le problème c'est qu'elle est déjà là. Et elle est plus vous que vous-même. Parce que à la fin d'une vie, on regarde ce que quelqu'un a fait de sa vie, on définit ce qu'il est en fonction de toute sa vie. Et en général, ce qu'on réussit à faire, c'est plutôt pas tout de suite, quoi. Hein. Et donc, ce qu'est vraiment quelqu'un au fond de lui-même se découvre au fur et à mesure de son histoire. Et donc, ça veut dire qu'on n'est pas seulement notre conscience. Donc, il y a 2 choses là. Il y a un être au présent qui est bien conscient et qui préside aux conditions initiales. Et il y a un être absent, inconscient, subconscient, qui préside aux conditions finales. Nous réalisons qui nous sommes, mais sans savoir tout de suite qui nous sommes, sans savoir où l'on va. Et d'ailleurs, c'est intéressant de ne pas avoir une vision de notre futur, hein, parce que si on disait leur futur à un tas de gens qui font des choses grandioses, laisse tomber, ils arrêtent de les faire parce que ça implique une épreuve qui engendre une évolution. Or, si vous n'avez pas évolué, vous ne pouvez pas choisir l'épreuve, c'est pas possible. Vous ne reconnaissez qu'il était juste et que c'était super de vivre une épreuve que après que vous ayez évolué. Mais avant d'évoluer, vous ne pouvez pas accepter les épreuves. Donc vous voyez, il y a une nécessité de toute façon logique, rationnelle, pour qu'on ne connaisse pas le futur. Le fait de ne pas connaître le futur nous permet de nous réaliser beaucoup mieux que si nous le connaissions. Et donc, dans les dimensions supplémentaires que la physique introduit, on peut, y compris dans la théorie des cordes, les décomposer en 2 parties. Les 3 dimensions qui sont reliées au moi et les 3 dimensions qui sont reliées au soi, c'est-à-dire aux conditions finales. Et comme je vous ai dit tout à l'heure que la conscience, elle avait 3 centres, parce que c'était de l'espace en vibration, donc vous mettez l'émotionnel à droite, l'énergétique au centre et le mental à gauche, et vous avez tout le reste en découle. Donc, et là, je donne simplement comment faire pour changer son futur. C'est-à-dire que je n'ai pas écrit exactement de quoi il s'agissait. En haut, vous avez le mental supérieur, le soi, l'émotionnel supérieur, et en bas, exactement la même chose, mais inférieur, et le moi. Mais pour ce qui concerne l'usage de cette télécommande, en fait, pour arriver à changer son futur, à se fabriquer un meilleur futur, le truc, c'est d'arriver à sortir des croyances en lâchant prise pour laisser les intuitions rentrer dans le mental. C'est d'arriver à sortir de l'ego tout en se détachant pour arriver à faire rentrer la joie dans sa vie, et c'est d'arriver à sortir du jugement et donc de développer la confiance pour arriver à faire rentrer la foi. Parce que la foi, la joie et l'intuition sont les 3 guides de la conscience qui lui permettent de réaliser son être le plus profond. Voilà, c'est simple, hein. Bon. Presque trop simple. Et donc ce qu'il faut se rappeler, parce que je vous ai dit tout à l'heure que en fait
lorsque vous vous souvenez de votre futur, c'est-à-dire que lorsque vous développez une nouvelle intention qui surtout ne vient pas du cerveau, mais vient d'une introspection, d'un retour sur soi, et à ce moment-là, il vous vient une idée que vous pourriez faire quelque chose, moi je vais récupérer mes idées dans la nature, hein. Ça c'est systématique. Je suis conscient de ça parce que toute ma carrière, j'ai été dans l'innovation. Et c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, mais moi, pour innover, j'ai compris qu'il fallait empêcher le cerveau de fonctionner. Et je vous assure que c'est pas de la blague, c'est même pas une blague. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de faire fonctionner le cerveau, mais seulement après, quand on a trouvé la bonne idée. D'accord ? Donc on a besoin des deux, on a besoin d'un cerveau qui fonctionne, évidemment. Et donc une fois qu'on a fait un retour sur soi et qu'on a réussi à choper dans une méditation ou dans la nature ou je ne sais où, ou par exemple un grand physicien sur une marche d'un bus dans lequel il montait, Poincaré, une fois qu'on a réussi, qu'on a trouvé donc ce qu'on pourrait être, ne pas hésiter à redemander, ne pas hésiter à affiner, etc. Et bien là, on est en train de faire pousser nos intentions dans le futur. Et les faire pousser, ça veut dire leur donner une énergie, c'est-à-dire une probabilité, parce que l'énergie et l'information, c'est la même chose, et donc l'énergie et la probabilité, c'est la même chose aussi. Donc vous augmentez la probabilité d'un futur rêvé, vous diminuez en vous déconditionnant la probabilité d'un futur prison. Du coup, les énergies se répartissent dans votre arbre de vie et elles augmentent la probabilité du hasard qui va vous emmener à destination. Et il peut y en avoir plusieurs. Ce que je traduis en disant « le futur fait pousser les fruits de nos intentions ». Mais quand même, il faut faire attention, parce que du coup, je suis celui qui apprend les gens à devenir fous. C'est vrai. Il y a, je ne sais pas combien je reçois beaucoup de témoignages, alors il y a parmi ces témoignages de synchronicité, il y en a qui sont fabuleux, et il y en a beaucoup quand même, hein, énormément de gens qui n'arrivent pas à comprendre que la synchronicité, ça n'a rien à voir avec le mental, qu'il ne faut pas l'analyser avec le mental, et que quand il vous arrive une synchronicité, si vous voulez, elle parle d'abord au cœur, à l'émotionnel, aux tripes, et elle ne parle pas au mental. Ou alors, si, mais bien après. Il faut d'abord que la synchronicité soit avérée par quelque chose de surprenant. On est complètement bluffé, on ne comprend pas, c'est incroyable. Et alors après, oui, une fois qu'on a compris que là, il y a un truc qui parle, un message à notre attention, parce que c'est trop improbable, à ce moment-là, on peut peut-être commencer à réfléchir, on s'aperçoit souvent qu'une synchronicité n'est entièrement comprise que ça peut aller jusqu'à des semaines plus tard, voire beaucoup plus. Mais donc je préfère quand même vous avertir des écueils, c'est qu'il existe 4 types de synchronicité possibles, dont 3 sont fausses, puisque vous pouvez tout aussi bien avoir des synchronicités qui viennent du fait que des choses étranges arrivent naturellement. Et en plus, il est normal que ces choses étranges arrivent d'autant plus souvent apparemment à ceux qui en témoignent, alors que les personnes à qui il n'arrive rien d'étrange n'en témoignent pas. Et donc ça, c'est l'argument utilisé par les scientifiques pour dire que les synchronicités n'existent pas, sauf que lorsque ça vous arrive en cascade, parce que les synchronicités ont cette propriété, c'est d'arriver en cascade, c'est-à-dire il vous en arrive une, et dans la même journée encore une, etc. Eh bien, vous ne pouvez plus le nier, et ceci d'autant plus qu'en plus, on peut apprendre à les déclencher. Les déclencher, bon, j'en parle un peu dans d'autres conférences, j'apprends ça dans les ateliers que je commence à faire maintenant. Déclencher les synchronicités, c'est quoi ? C'est ce dont Marguerite nous parle sans arrêt, c'est tout simplement dialoguer avec son ange. Voilà, moi c'est comme ça que j'ai commencé. Et donc j'avais dit à Marguerite, je vais parler des dialogues avec l'ange dans ma conférence, mais je ne sais pas où le mettre, parce qu'en fait il y a une quantité phénoménale de contenu hyper intéressant dans ce livre. J'allais vous parler par exemple de l'idée que le mal
est un bien en formation. J'allais vous parler de tout un tas de choses comme ça, mais je me suis dit non, ton choix va être trop sélectif. Je préfère dire simplement que déclencher les synchronicités, ça revient à dialoguer avec son ange, mais pas à la façon effectivement des dialogues avec l'ange, mais plutôt à la façon où on est tout seul, on fait un retour sur soi, on recherche en soi l'authenticité et on utilise l'univers, l'environnement comme ange, comme réponse. Enfin, bon, moi j'ai eu... bon, mais je préfère pas en parler ici, je parle de mes synchronicités dans tous mes livres. Et donc, voilà, il faut faire attention aux causes cachées. Il existe voilà, si vous voyez un extraterrestre traverser la rue, c'est pas parce que votre demande concernant un boulot que vous cherchez absolument trouve là son expression, c'est parce qu'il y a un carnaval. Si vous voyez des formes dans les nuages, ou dans les rochers, ou dans je ne sais quoi apparaître, ça peut être des biais cognitifs, comme par exemple la pareidolie. Il y a énormément de gens qui veulent quand même malgré tout voir. Là, le cerveau est programmé pour créer ce genre d'illusions. Et puis il existe aussi les vraies synchronicités, mais négatives, c'est-à-dire que donc c'est ce que j'appelle au niveau quotidien la loi de l'emmerdement maximum, ou alors les événements imprévus, hyper chiants, hein, mais qui vous apportent quand même une information très intéressante qui ne consiste pas à dire tu ne devrais pas faire ça, qui consiste à dire au contraire, là tu es en train de faire quelque chose de très important. Est-ce que tu es sûr de ta vie? Es-tu bel et bien déterminé par... voilà. Moi, ce qui m'est arrivé... Enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que là, c'est un petit peu trop... mais... Oui, bon, d'accord. Le jour où je suis tombé en panne sur l'autoroute pour la première fois de ma vie, avec des panneuses, en plus je transportais mes gamins et mon frère dans la voiture pour qu'ils viennent me conseiller, le truc qu'il n'y a pas à faire, quoi, sur un contrat à signer, mais quelque chose qui allait changer tout, même pour moi et aussi pour eux d'ailleurs. Et évidemment, cette panne qui, bon, a tout remis en question. Et en fait, mon frère a été très zen, les gamins ont été très cool, la dépanneuse, etc., la voiture a été réparée en 2 ou 3 heures, et ça s'est fait. Mais imaginez que, du coup, on était partis dans une brouillade, une conversation, mes enfants qui auraient dit, bah tu vois, Baba, c'est la preuve qu'il ne faut pas le faire. Bon, enfin, ou des conneries comme ça, et ça ne se serait pas fait. Donc, c'est la détermination qui a compté, là. Et en fait, ça voulait dire que j'avais bel et bien deux avenirs devant moi, différents, qu'il y en a un, il fallait que je sois vraiment déterminé pour tester ma détermination. Tout se passe comme si l'univers avait provoqué cet accident. Donc voilà, et les véritables synchronicités, écoutez, si votre mental est là en train de réfléchir, est-ce que c'est une synchronicité ou pas, c'est sûr que ça n'en est pas une. D'accord? Parce que quand ça arrive, ça crée déjà beaucoup d'émotions. Et ça ne veut même pas forcément dire que c'est improbable. Mais bon, ça, ce sont des choses qui sont à expérimenter. Donc, je vous ai dit au début de ma conférence, est-ce que l'âme est un objet scientifique d'étude? Ça, je ne sais pas. Mais est-ce que l'âme est quelque chose de rationnel? Ça, oui. Il suffit de définir l'âme telle que, d'une manière très raisonnable, hein, comme un système immatériel de coordination atemporelle du vivant, capable de rejeter l'excédent d'entropie, c'est-à-dire l'excès de désordre organique, et de survivre à la mort du corps. Ça, c'est à peu près, ça me semble une bonne définition de l'âme. Eh bien, la physique répond oui à ces 4 questions. Existe-t-il une extension immatérielle? Oui. Existe-t-il une fonction négantropique du vivant? Oui, c'est le principe MEP. Maximum entropie, production. Existe-t-il une coordination atemporelle? Oui, obligatoirement de par l'indéterminisme de la mécanique non seulement quantique, mais classique.
et survie après la mort, oui, car on sait que les informations quantiques sont en dehors de l'espace et du temps. Et ça, je ne suis pas le seul physicien à le dire, ça c'est quelque chose de tout à fait reconnu à l'heure actuelle. Donc il est tout à fait rationnel de parler d'âme, et il est devenu irrationnel de dire que l'âme n'existe pas. Bon, ça c'est pour aller encore plus loin, je ne vais pas le développer, c'est pour... je voulais simplement vous dire que si on veut vraiment comprendre l'espace-temps complètement, enfin, mais ça c'est ma vision personnelle, là on va vers des choses qui commencent à devenir spéculatives, il ne faut pas seulement rajouter 6 dimensions à l'espace, c'est-à-dire faire un espace à 10 dimensions, il faut en rajouter 2 autres qui sont des dimensions de temps. Donc l'espace-temps aurait 12 dimensions, mais seulement 10 dimensions seraient exploitables d'un point de vue, on va dire, mathématique. Parce que les 2 autres dimensions seraient des dimensions de choix, en quelque sorte, c'est-à-dire de libre arbitre. Ce seraient les temporalités dans lesquelles vivent nos autres états d'être. Et on les appelle chronos pour le temps ordinaire qui nous enferme dans une prison, kéros pour le temps qui nous permet de sortir des sentiers battus et finalement de réaliser quelque chose de créatif, de changer notre futur, et aion pour le temps dans lequel se change éventuellement notre destinée sous l'influence de notre soi, qui vit peut-être dans un autre univers, peut-être miroir, on ne sait pas. Et donc voilà, et ça, tout cela s'inscrit dans une vision spiritualiste, hein, évidemment, de notre réalité, où la réincarnation se comprend en tant qu'incarnation simultanée, voilà, etc. Bon, enfin, je ne vais pas insister là-dessus. Je vais conclure, je pense que j'ai parlé assez longuement. Non? J'avais peur d'être trop long peut-être, mais sinon je reviendrai sur certains points. Donc voilà ce que j'essaye de faire passer comme message depuis 10 ans, c'est que la conscience est un système de navigation et que la physique nous le montre. L'information manquante en physique que les physiciens ne veulent pas regarder parce qu'ils ne savent d'ailleurs même pas ce qu'ils en feraient, parce que c'est incompatible avec l'usage d'équations, eh bien c'est l'information de la conscience. C'est la conscience, c'est l'espace étant la conscience, et comme il s'agit d'informations relatives à l'espace, c'est ça le problème, c'est la conscience. Il faudra bien à un moment donné, et j'en propose, moi-même je propose un modèle cybernétique de l'espace-temps qui suppose l'existence de l'âme, qui décrit la fonction cybernétique de l'âme, telle que je vous l'ai décrite, et je montre qu'à l'aide de réseaux de neurones, hein, mais ces neurones, c'est pas du cerveau, là, cette fois-ci, c'est de la conscience, hein, parce qu'on est dans les dimensions supplémentaires, eh bien, on peut arriver à modifier le futur par commutation de lignes temporelles, etc., et qu'en plus, ça donne une interprétation humaine au phénomène de l'intrication. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il y a des recherches qui sont faites, bon, c'est encore un peu... mais qui nous montrent qu'il y aurait un lien entre la manière dont un cerveau est architecturé et l'intrication quantique. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul physicien, là encore, à penser que ce qu'on appelle intrication quantique, c'est un processus qui peut se généraliser à l'échelle macroscopique, ce qui veut dire que toutes nos consciences seraient intriquées, ou en tout cas toutes les consciences de personnes qui sont amenées plus ou moins à se rencontrer ou qui se sont déjà rencontrées. D'ailleurs, c'est très logique, parce que si vous changez votre futur, qui aurait normalement dû vous faire rencontrer une personne, vous allez rencontrer une autre, il faut bien que des changements aient lieu pour ces autres personnes, et c'est à ça que sert l'intrication quantique. Donc l'information manquante est la conscience, ce qui veut dire que nous avons un libre arbitre potentiel. Alors là, j'ai dit potentiel, mais bon, il reste à le rendre réel, parce qu'en général, et surtout, vu que nous sommes des prisonniers du parc de la pensée, le libre arbitre, ça va pas être facile. Déjà, c'est pas facile en tant qu'humain ordinaire, mais en plus, on est emprisonné dans un système de pensée unique qui veut nous empêcher de sortir de la norme. Et donc, bien pour sortir de la norme, justement, il est fondamental d'opérer un retour sur soi, de manière à découvrir et même à forger ses intentions authentiques,
de faire preuve d'attention, parce que l'attention, c'est, je ne sais pas insister là-dessus, c'est l'épaisseur de la conscience, c'est l'épaisseur du présent. Hein. Les gens qui vivent comme ça, leur épaisseur de présent est toute petite, c'est à peine s'ils sont conscients de ce qui se passe autour d'eux. Les gens qui vivent dans le temps présent, hein, c'est pour ça que les ouvrages, les techniques de développement personnel ou transpersonnel insistent tellement sur l'importance du temps présent, de vivre à l'intérieur du présent. Vivre à l'intérieur du présent, ça veut tout simplement dire augmenter l'épaisseur de sa conscience, c'est-à-dire faire qu'on se rend compte de tout ce qui se passe. Et notamment, on se rend compte de tout ce qu'on pourrait faire et de l'immense liberté que nous avons de vivre cette vie où 100 000 choix apparaissent. Donc c'est ça, faire attention. Et discernement, parce que quand on va choisir, on risque d'être piégé par notre mental, soit parce que on ne croit pas aux synchronicités, soit parce qu'on y croit trop, au contraire, on va toujours avoir tendance à vouloir acquérir une maîtrise de soi en passant par le mental. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est le mental, il intervient après. Il est hyper lent, le mental, en fait. Hein. Le mental, c'est quand on sait, quand on l'a trouvé. Voilà, il est là pour réaliser, il est là pour exécuter. On trouve ça dans les dialogues avec l'ange. Et donc, obligatoirement, ce que je vous ai dit, et j'ai commencé à vous le dire ici, si vous voulez, c'est normal. Si notre futur est déjà réalisé, que notre passé est encore là, mais notre vie, elle existe encore même quand on est mort. Et elle existe déjà même avant notre naissance. Et si vous demandez ça à un physicien, il y a des physiciens qui pensent, comme moi, que le futur est déjà réalisé, etc. Il y en a un, Marc Lachaise-Ray, il fait très souvent des conférences qui sont passionnantes. Et maintenant, à la fin de ces conférences, il commence à dire que ça ouvre à la spiritualité. Vous avez aussi Thibaut d'Amour. Lui, il ne fait pas trop de conférences, mais il a fait quelques interviews et il a livré son point de vue sur la question. Effectivement, le futur est déjà réalisé, mais lui, il a carrément un point de vue sur la réalité totalement spiritualiste. Et il est normal de devenir spirituel ou spiritualiste à partir du moment où on commence, où on est assez bon en physique pour commencer à bien interpréter et à comprendre les résultats de la physique. Hein, si la physique amène naturellement à la spiritualité, tout simplement parce que, comme je ne sais plus quel ange disait, je n'ai jamais cherché que la vérité. La science n'a jamais cherché que la vérité, la spiritualité n'a jamais cherché que la vérité, elles sont faites pour converger, d'accord? Et donc c'est parce que on a inversé la statue de la connaissance en lui mettant la tête en bas, c'est-à-dire la matière en haut, la conscience en bas, qu'on n'y comprend plus rien à la physique. Mais si vous remettez la statue de la connaissance dans le bon sens, ça devient intuitif, ça devient lumineux. Voilà, et donc développer les valeurs spirituelles, c'est tout à fait normal. Et au niveau collectif, on a affaire à une pensée beaucoup plus intelligente que l'intelligence artificielle ou la pensée mécaniste. Alors il y a quelque chose qui est un petit peu dommage là-dessus, mais on s'en rend compte dans les médias. Il n'y a plus de philosophes, ou en tout cas, ceux qui restent, ou qu'on voit passer dans les médias, ils ont des discours qui sont politiques. On ne voit jamais de médias mettre en place, par exemple, des débats sur la nature de la réalité, etc. Jamais. On le faisait, moi quand j'étais petit, je voyais ça, il y a 20 ou 30 ans, dans les dossiers de l'écran. Ce genre d'émission n'existe plus. On a un problème, franchement. On a l'impression que notre sphère politico-médiatique est devenue tellement étriquée et qu'il faut tellement protéger ce parc de la pensée que dès qu'il est question d'en sortir, là, tout le monde fout le camp, on ne trouve plus personne. Alors qu'il est vital de provoquer des débats. Il y a même en politique où il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat sur l'Europe, il n'y a pas de débat sur... Enfin, on nous impose, voilà,
une vision de la réalité de plus en plus étriquée, avec de plus en plus de mots qui font peur et qui sont là pour en fait jouer le rôle de gardien. Hein. On a modifié carrément le vocabulaire pour nous empêcher de penser, presque. Hein. On en est arrivé à un point où, si vous voulez, on ne va pas échapper à certains effondrements qui, j'espère, parce que je suis optimiste, vont, du fait qu'ils vont nous réveiller, nous éveiller, réussir à nous faire réagir de manière humaine aux événements qui vont arriver. Et j'espère qu'il s'en suivra ensuite une pensée petit à petit, parce que on n'intègre pas les conséquences de mon discours comme ça du jour au lendemain. Hein. Il faut des années et des années et des années, et même moi je progresse en même temps avec mon public pour intégrer les conséquences de cette nouvelle vision du monde qui est beaucoup plus rationnelle. Et en plus, elle fournit un éclairage puissant sur tous les phénomènes inexpliqués dont je vous ai parlé, je vous ai juste cité. C'est comme ça que je suis arrivé à une certitude sur tout ça, que j'avais déjà acquise rien que par la physique. Et quand on étudie ces phénomènes, mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est merveilleux de voir que tout concorde et que la vision de la réalité qu'on peut dépeindre à partir de là, pour peu qu'elle intègre 2 niveaux de conscience supplémentaires, elle nous ouvre des perspectives, mais alors considérables. Moi, je sais déjà comment marchent certaines technologies du futur. Je sais des technologies, mais bien meilleures que tout ce que vous pouvez vous imaginer. Enfin bon, je suis un ingénieur, donc je suis intéressé en premier lieu par comprendre certains types de technologies qui viennent nous rendre visite, par exemple, et qu'on ne comprend pas et que donc on dit qu'elles n'existent pas. Aujourd'hui, elles sont compréhensibles. Voilà, et puis en fait, cette façon de penser, ça finalement remet l'humain vraiment au centre à travers la revalorisation de la poésie en premier lieu, parce que la poésie, c'est une invitation à regarder le monde et à découvrir toute la subtilité des rapports qu'il peut y avoir entre nous et le monde, entre nous et l'environnement. Et cette subtilité du rapport, elle découle naturellement du fait que nous sommes en dialogue permanent avec notre futur. Et les arts, évidemment, sont un moyen d'expression pour faire passer des idées, effectivement. Et même moi, d'ailleurs, c'est un scoop, hein, mais je vais monter une entreprise pour justement essayer de trouver, de valoriser un pont entre l'art et la science, un pont entre la physique et la synchronicité. Et je vous assure que les sciences humaines, là-dedans, ont un rôle à jouer extraordinaire parce qu'on s'aperçoit que finalement, il y a une plus grande intelligence chez les gens qui s'occupent depuis longtemps de psychologie, de psychiatrie, etc., etc. Il y a une plus grande... On s'aperçoit qu'il y a une plus grande intelligence, une plus grande intuition, parce qu'eux n'ont pas abandonné l'intuition. Alors qu'un scientifique ordinaire laisse tomber l'intuition. Il veut ne fonctionner qu'avec son mental. Et donc, il laisse tomber un pan de son intelligence qui est le plus précieux. Voilà. Et donc, il est normal que les spécialistes qui fonctionnent beaucoup dans les sciences humaines avec leur intuition, et avec le mental, évidemment, hein, je ne veux pas, développent une pensée plus intelligente que la vision du monde qu'on nous donne en science. Voilà, et puis tout ça c'est bien gentil, mais il ne faut pas me croire. Il y a beaucoup de moyens d'expérimenter ce que je vous ai raconté ce soir. Voilà, je vous remercie.